Élise gara sa petite Citroën devant la maison familiale, observant les guirlandes de Noël qui clignotent faiblement aux fenêtres. Dans ses mains tremblent légèrement les clés de la Mercedes flambant neuve qu'elle vient d'acheter pour son père. 32 ans, et elle espère encore ce regard fier qu'elle n'a jamais vu dans ses yeux. La porte s'ouvre, avant même qu'elle ne frappe. Camille apparaît, souriante, mais quelque chose dans son expression ne colle pas. Un sourire trop figé, des yeux qui évitent les siens une fraction de seconde de trop. « Élise, tu arrives pile à temps, maman termine la dinde. » Elles s'embrassent machinalement. « Camille a maigri, » remarque Élise, et cette façon qu'elle a de triturer l'alliance qu'elle ne porte pourtant pas. « Papa est là ?» Dans son fauteuil, comme d'habitude. Il regarde les infos. Élise traverse le salon familier, celui où elle a grandi, mais qui lui semble étrangement plus petit aujourd'hui. Son père lève les yeux du téléviseur, un sourire poli aux lèvres. Pas d'élan, pas de chaleur particulière, juste de la politesse. « Bonsoir papa, j'ai quelque chose pour toi. » Elle sort les clés de sa poche, le trousseau Mercedes bien visible. Les yeux de son père s'agrandissent, mais pas de la façon qu'elle espérait. Il y a quelque chose d'autre? Du calcul? Élise, tu n'aurais pas dû. Si, j'ai voulu te faire plaisir. Tu dis toujours que ta vieille Peugeot te lâche. Il prend les clés, les soupèse. Camille s'approche, examine le trousseau avec une attention excessive. Leur mère sort de la cuisine, s'essuie les mains sur son tablier, et son regard se pose immédiatement sur les clés. Une Mercedes? Élise, c'est de la folie. Mais dans sa voix, il n'y a pas de reproche. Plutôt du soulagement? Élise se sent déstabilisée. Elle s'attendait à des protestations sur le prix, à des « tu dépenses trop », pas à cette acceptation si rapide. Le dîner se déroule dans une atmosphère bizarre. Ses parents posent des questions sur son travail d'architecte, mais distraitement. Camille reste silencieuse, pique dans son assiette sans vraiment manger. Élise surprend plusieurs fois des regards échangés entre ses parents, des petits signes de tête qu'elle ne comprend pas. « Au fait, » dit son père en coupant sa viande, « j'ai vu ton ancien collègue, Marc, l'autre jour. Il m'a dit que ton agence marchait bien. Oui, ça va. J'ai décroché le projet de rénovation du centre culturel. Ah, très bien, ça doit bien payer, ce genre de contrat. La question la met mal à l'aise. Pourquoi cette insistance sur l'argent? Elle boit une gorgée de vin pour gagner du temps. Ça va, rien d'extraordinaire. Après le repas, elle aide à débarrasser. Dans la cuisine, sa mère range la vaisselle avec des gestes mécaniques. « Maman, tout va bien? Vous avez l'air préoccupée. »« Non, non, tout va bien, ma chérie. C'est juste... Ton père a eu quelques soucis au travail récemment. » »« Quels soucis? »« Oh, rien de grave. Des restructurations, tu sais ce que c'est. » Élise fronce les sourcils. Son père est à la retraite depuis 3 ans. En allant chercher son manteau dans l'entrée, elle remarque une pile de courriers sur la console. Des lettres officielles, des enveloppes de banque. L'une d'elles, entr'ouverte, laisse apercevoir un en-tête qui la glace. Mise en demeure, Crédit Agricole. Son cœur se serre. Elle jette un coup d'œil vers le salon. Ses parents et Camille discutent à voix basse, penchés les uns vers les autres. Quand ils la voient revenir, la conversation s'interrompt brutalement. « Je vais y aller », dit-elle en enfilant son manteau. « Merci pour le dîner. » Les au revoir sont étrangement pressés. Sur le perron, elle se retourne une dernière fois. À travers la fenêtre, elle voit ses parents et Camille reprendre immédiatement leur conciliabule. Dans sa voiture, elle reste assise un moment, moteur éteint. Quelque chose ne va pas, mais quoi? Cette sensation désagréable qu'elle vient de jouer un rôle dans une pièce dont elle ne connaît pas le script. Son téléphone vibre. Un message de Camille. « Merci pour papa. Il est aux anges. » Mais alors pourquoi a-t-elle cette impression troublante d'avoir été manipulée? Le 31 décembre au soir, Élise se gare devant la maison familiale avec une appréhension qu'elle n'arrive pas à chasser. Dans le coffre, une bouteille de Dom Pérignon 2010 et des petits cadeaux pour chacun. Elle respire profondément. Peut-être que ses doutes de Noël n'étaient que de la paranoïa. La porte s'ouvre sur Camille, cette fois-ci visiblement nerveuse. Ses mains tremblent légèrement quand elle l'aide à retirer son manteau. « Tu es en avance », dit-elle sans la regarder dans les yeux. « J'ai apporté le champagne et... » Ah, Camille hésite. « Il faut que je te dise quelque chose. » Élise sent son estomac se nouer.
Dans le salon, elle aperçoit 2 couples qu'elle ne connaît pas, installés confortablement dans les fauteuils. Ses parents leur parlent avec animation, comme de vieux amis. Qui sont ces gens? Les Dubois. Papa les a invités au dernier moment. Et les Martin aussi. Ils arrivent dans 1 heure. Élise reste immobile. Sa famille n'a jamais invité personne pour le réveillon. Jamais. C'était leur tradition, leur moment intime. Elle comprend soudain. Ils ne l'attendaient vraiment pas. Camille, qu'est-ce qui se passe? Sa sœur évite toujours son regard. Rien de spécial. Papa voulait juste voir du monde. Élise entre dans le salon. L'atmosphère change immédiatement. Les conversations s'interrompent, les sourires deviennent forcés. Son père se lève avec un effort visible. « Élise, voici nos amis, les Dubois. » Les présentations sont glaciales. Madame Dubois la scrute de haut en bas. Monsieur Dubois lui serre la main mollement. Élise comprend qu'ils savent quelque chose qu'elle ignore. Leurs regards sont chargés de pitié condescendante. « Je vous ai apporté du champagne pour fêter la nouvelle année ensemble. » Un silence pesant s'installe. Son père se racle la gorge. « C'est gentil, mais les Dubois ont déjà apporté leur bouteille. On peut en ouvrir 2, non ? » « Élise !» La voix de son père se durcit. « Tu compliques toujours tout. » Cette phrase la frappe comme une gifle. Elle reste là, bouteille de champagne dans les mains, ne sachant plus quoi faire. Camille s'approche, lui prend le bras. « Viens, on va en cuisine. » Mais Élise résiste. Elle a besoin de comprendre. « Papa, j'aimerais qu'on parle. Seul. Pas maintenant, on a des invités. » « Justement, pourquoi des invités ce soir ? On a toujours fêté le réveillon en famille. » Son père échange un regard avec sa mère. Madame Dubois tousse discrètement, mal à l'aise. Monsieur Martin vient d'arriver et observe la scène sans comprendre. « Élise, s'il te plaît, » dit sa mère d'une voix tendue. « Pas de scène. »« Je ne fais pas de scène, je pose juste une question légitime. » C'est alors que son père explose, avec une violence qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu veux vraiment savoir ? Dommage que tu sois venu. On espérait que tu ne viendrais pas. On voulait passer un réveillon tranquille, sans tes questions, sans tes cadeaux hors de prix qui nous mettent mal à l'aise. » Le silence qui suit est assourdissant. Même les invités semblent choqués par la brutalité des mots. Élise sent ses jambes trembler. 32 ans de vie. Et elle vient d'apprendre que sa présence dérange ses propres parents. Camille enfonce le clou avec une cruauté calculée. « Il est encore temps que tu partes et que tu passes le réveillon seul. Comme ça, on sera tous plus à l'aise. » Cette phrase, dite avec un petit sourire froid, achève de la briser. Élise regarde autour d'elle. Les invités baissent les yeux, gênés. Sa mère ne dit rien, approuve même d'un petit hochement de tête. « D'accord, » murmure-t-elle. « Je comprends. » Elle pose la bouteille de champagne sur la table basse, récupère son manteau dans l'entrée. Ses gestes sont mécaniques, comme si elle était en pilotage automatique. Dans le salon, les conversations ont repris, plus détendues déjà. En passant devant la cuisine, elle entend son père dire aux invités « Excusez-nous, notre fille aînée a toujours eu des problèmes relationnels. » Elle sort dans le froid de décembre. La pluie commence à tomber, fine et glacée. Dans sa voiture, elle reste assise un moment, incapable de démarrer. À travers les fenêtres éclairées, elle voit sa famille et leurs invités qui trinquent, souriants, détendus maintenant qu'elle n'est plus là. Son téléphone affiche 22h47. Dans 1 heure et quelques minutes, ce sera la nouvelle année. Elle sera seule pour l'accueillir. Elle démarre enfin, essuie ses larmes d'un revers de manche. Dans le rétroviseur, elle voit son père qui sort pour récupérer quelque chose dans le garage. Il monte dans sa Mercedes flambant neuve, celle qu'elle lui a offerte à Noël. Le voir utiliser son cadeau après ce qu'il vient de lui dire lui donne la nausée. Arrivée chez elle, elle entend les feux d'artifice qui commencent déjà dans le quartier. Par sa fenêtre, elle regarde les lumières colorées exploser dans le ciel noir. Pourquoi a-t-elle encore espéré que cette fois serait différente ? Le téléphone sonne à 8 heures précises, strident dans le silence de l'appartement. Élise ouvre les yeux avec difficulté, la tête lourde d'une nuit sans sommeil. Elle a passé des heures à fixer le plafond, rejouant en boucle la scène humiliante de la veille. Elle décroche sans regarder l'écran, sachant déjà qui l'appelle. « Allô ? Tu veux détruire la famille ?» La voix de son père claque comme un fouet. Pas de bonjour, pas de bonne année,
Juste cette accusation brutale qui la réveille complètement. « Papa, qu'est-ce que... » ?»« Ne fais pas l'innocente. Tu es partie comme une gamine capricieuse hier soir. Nos amis nous ont demandé ce qui n'allait pas chez toi. » Élise se redresse dans son lit, incrédule. C'est elle qui a mal agi, elle qui a été humiliée devant des étrangers. « Attends, papa, c'est toi qui m'as dit que tu espérais que je ne vienne pas. J'étais énervée, c'est tout. Tu arrives avec tes grands airs, tes cadeaux hors de prix, comme si on était des mendiants. » Mes grands airs, Élise sent la colère monter, remplaçant la tristesse de la nuit. Je vous ai offert une voiture par affection. Par affection ? Tu nous achètes, Élise. Tu as toujours fait ça. Tu crois qu'avec ton argent, on va t'aimer davantage ? Cette phrase la frappe en plein cœur. Il voit ses gestes d'amour comme de la manipulation. Elle qui se saignait aux 4 veines pour leur faire plaisir. Ce n'est pas vrai, papa. Je voulais juste... Tu voulais nous impressionner. Montrer que mademoiselle l'architecte réussit mieux que nous. Eh bien bravo, c'est réussi. La conversation prend une tournure qui la déstabilise. Son père ne parle plus comme d'habitude. Il y a quelque chose de préparé dans ses mots, comme s'il récitait un texte. « Papa, calme-toi. Explique-moi ce qui ne va pas vraiment. » Un silence. Elle l'entend respirer fort, comme s'il luttait contre lui-même. « Ce qui ne va pas ? Tu veux vraiment savoir ? Depuis des années, tu nous regardes de haut, avec tes réussites, ton indépendance. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'avoir des difficultés. » Quelle difficulté ? Nouveau silence. Plus long cette fois. Quand son père reprend la parole, sa voix a changé. Plus prudente. Les difficultés de tout le monde. L'argent qui manque, les factures qui s'accumulent. Élise se souvient des lettres qu'elle a aperçues dans l'entrée. Les enveloppes de banque. « Papa, vous avez des dettes ? Ce ne sont pas tes affaires. Si vous aviez besoin d'aide financière, pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Parce qu'on a notre fierté. On n'est pas des assistés. » Quelque chose ne colle pas dans ce discours. S'ils ont tant de fierté, pourquoi ont-ils accepté la Mercedes si facilement ? Pourquoi aucune protestation sur le prix ? Combien vous devez ? Élise ? Papa ? Combien ? 80 000 €. Le chiffre la saisit. 80 000 €? Comment ses parents, retraités depuis des années, ont-ils pu s'endetter à ce point ? Mais comment c'est possible ? Des investissements qui ont mal tourné. Ta mère voulait placer l'argent de la vente de la maison de tes grands-parents. Élise se rappelle cette vente, il y a 3 ans. 150 000 €, selon ce que Camille lui avait dit à l'époque. Vous avez perdu tout l'héritage de grand-mère ? Pas tout, mais une bonne partie, oui. Et vous ne m'avez rien dit, pour que tu nous fasses la morale, pour que tu nous traites d'irresponsables. Sa voix devient agressive à nouveau, mais Élise perçoit autre chose dessous. De la peur, de la honte. Papa, je ne vous aurais jamais jugé. J'aurais pu vous aider. On ne veut pas de ta pitié. Ce ne serait pas de la pitié, mais de l'amour familial. Un ricanement amer lui répond. L'amour familial ? Tu parles de quoi, Élise ? Tu viens nous voir 2 fois par an, tu nous appelles 1 fois par mois, et tu crois que tes cadeaux remplacent ta présence ? Cette accusation la blesse profondément. Elle qui pensait respecter leur indépendance en ne s'imposant pas trop souvent. Si c'est ce que vous pensez de moi, pourquoi vous ne me l'avez jamais dit ? Parce que tu ne l'aurais pas compris. Tu es trop occupée avec ta belle vie d'architecte célibataire. La conversation s'enlise dans les reproches. Élise réalise qu'ils ne parlent plus du même sujet. Ou plutôt, qu'il y en a plusieurs qui s'entremêlent dangereusement. Papa, raccrochons. On reprendra cette discussion calmement. Non, pas question. Tu vas m'écouter jusqu'au bout. Tu nous as humiliés hier devant nos amis. Mais Élise n'écoute plus vraiment. Une question terrible germe dans son esprit. Et si ses parents avaient accepté si facilement sa Mercedes, parce qu'ils comptèrent dessus depuis le début ? Élise raccroche avec des mains tremblantes. Les mots de son père résonnent encore dans sa tête, mais c'est surtout ce qu'il n'a pas dit qui l'inquiète. Cette façon d'esquiver ses questions, ces silences trop longs, cette agressivité qui masque autre chose. Elle prépare son café machinalement, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. 80 000 € de dettes, des investissements ratés. Mais quelque chose cloche dans cette version. Son téléphone vibre. Un message de sa meilleure amie Clara. « Bonne année, ma belle.
Comment s'est passé ton réveillon en famille ? Élise hésite, puis appelle directement. Clara décroche à la première sonnerie. Élise, tu as une drôle de voix. Tout va bien ? Clara, j'ai besoin de parler à quelqu'un de sensé. Elle raconte tout. Le Noël bizarre, le réveillon catastrophique, l'appel de ce matin. Clara l'écoute sans l'interrompre, se contentant de petits « encourageants ». « Ma chérie », dit finalement Clara, « tu veux mon avis franc ? Je t'en prie. Ta famille a toujours été toxique avec toi. Mais là, ça ressemble à un piège organisé. » Le mot « piège » fait froid dans le dos d'Élise. Clara continue, impitoyable dans sa lucidité. « Réfléchis. Ils acceptent ta Mercedes sans protestation, ils t'humilient devant des témoins pour que tu partes, et le lendemain, ils t'accusent d'être responsable de leurs problèmes. C'est de la manipulation pure. Mais pourquoi ferait-il ça ? Pour te culpabiliser, te faire sentir redevable, classique. Élise s'assoit lourdement sur son canapé. Clara n'a peut-être pas tort. Depuis toujours, elle se sent coupable avec sa famille. Coupable de réussir, coupable de partir, coupable d'exister parfois. Clara, tu te souviens de la vente de la maison de ma grand-mère ? Bien sûr. Tu étais bouleversée de ne pas avoir été prévenue. Camille m'avait dit qu'ils avaient eu 150 000 €. Et alors ? Mon père prétend qu'ils ont tout perdu en investissement. Mais qui perd 150 000 € d'un coup ? Et pourquoi ils ne m'ont jamais parlé de ces investissements ? Clara reste silencieuse un moment. Élise entend ses enfants qui jouent en arrière-plan, la vie normale qui continue. Élise, tu as pensé à vérifier leur version ? Comment ça ? Eh bien, si ta grand-mère t'aimait beaucoup, elle a peut-être laissé des documents. Un testament, des papiers de famille. Élise se redresse. Clara a raison. Sa grand-mère était très méticuleuse. Elle gardait tout. Et elle avait toujours eu un faible pour Élise. Je vais aller chez ma tante Marguerite. Elle a récupéré une partie des affaires de grand-mère. Bonne idée. Et Élise, prépare-toi à découvrir des choses désagréables. Après avoir raccroché, Élise appelle sa tante. Marguerite, la sœur de sa grand-mère, vit dans une maison de retraite médicalisée. Malgré ses 85 ans et sa santé fragile, elle garde un esprit vif et une mémoire intacte. « Ma petite Élise, quelle surprise. Comment vas-tu ? » ?»« Ça va, tante Marguerite. J'aimerais passer te voir si c'est possible. »« Bien sûr, ma chérie. Quand tu veux. Cet après-midi ? » ?»« Parfait. J'ai justement quelque chose à te donner. » Cette phrase intrigue Élise, mais sa tante refuse d'en dire plus au téléphone. L'après-midi, dans la chambre douillette de la maison de retraite, Marguerite accueille Élise avec un mélange de joie et de tristesse dans le regard. « Tu ressembles de plus en plus à ta grand-mère, ma chérie. » Elle bavarde un moment, puis Élise aborde délicatement le sujet qui l'amène. « Tante Marguerite, est-ce que grand-mère t'a parlé de ses dernières volontés ?» Le visage de Marguerite se ferme légèrement. « Pourquoi cette question, ma petite ? » J'aimerais comprendre certaines choses sur l'héritage. » Marguerite la fixe longuement, puis se lève péniblement pour aller fouiller dans un tiroir. Elle en sort une enveloppe jaunie, fermée par un cachet de cire rouge. « Ta grand-mère m'a demandé de te remettre ceci si jamais tu me posais des questions sur l'héritage. » Élise prend l'enveloppe avec des mains tremblantes. Son nom est écrit dessus, de la belle écriture de sa grand-mère. Elle savait que ce jour viendrait, dit Marguerite doucement. Elle était inquiète pour toi, ma chérie. Inquiète ? Pourquoi ? Ouvre la lettre, tu comprendras. Élise brise le cachet. À l'intérieur, plusieurs feuilles manuscrites et des photocopies de documents officiels. Elle commence à lire et son sang se glace. Ma chère Élise, si tu lis cette lettre, c'est que tes parents ont menti sur mon héritage. Les mots dansent devant ses yeux. Sa grand-mère explique qu'elle a légué la maison directement à Élise, pas à ses parents. Que le testament déposé chez le notaire le précise clairement. Que ses parents étaient au courant mais ont organisé la vente illégalement. Ils ont volé ton héritage, murmure Marguerite. Ta grand-mère le pressentait. Elle voulait que tu le saches, un jour. Élise lève les yeux vers sa tante, abasourdie. Combien j'aurais dû recevoir ? 200 000 €, ma chérie. Plus la maison elle-même, que ta grand-mère voulait que tu gardes. Le monde s'écroule autour d'Élise. Tout devient clair d'un coup. Les dettes de ses parents, leur culpabilité, leur agressivité. Ils ont volé son héritage et s'arrangent maintenant pour qu'elle se sente coupable de leurs problèmes financiers.
Élise roule sans destination précise. Les documents de sa grand-mère posés sur le siège passager. 200 000 €. Sa propre famille l'a volée de 200 000 € et ose maintenant la culpabiliser pour leurs dettes. Elle se gare devant un parc et sort de sa voiture, ayant besoin d'air frais. Ses jambes tremblent. Elle s'assoit sur un banc. Des enfants jouent sur les balançoires. Leur rire résonne dans l'air froid de janvier. La vie continue normalement autour d'elle, tandis que son monde s'effondre. Son téléphone sonne. Camille. Elle hésite, puis décroche. « Élise ? Papa m'a dit que vous vous étiez disputés ce matin. » La voix de sa sœur sonne faux, trop douce, trop préoccupée. « Camille, j'ai une question à te poser. Et j'aimerais une réponse honnête. » « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Tu savais que grand-mère m'avait légué sa maison ? » Le silence qui suit confirme tout. Camille savait. Elle était complice depuis le début. « Camille ? Élise ? C'est compliqué. » « Non, c'est très simple au contraire. Vous m'avez volé mon héritage. »« On ne t'a pas volé. On avait des dettes urgentes à rembourser. Papa allait perdre sa retraite complémentaire. Alors vous avez décidé de vous servir sans me demander mon avis ? Tu étais en voyage d'affaires à l'étranger. Le notaire pressé pour la signature. On a dû prendre une décision rapide. » Chaque excuse sonne comme un mensonge supplémentaire. Élise se souvient parfaitement. Elle était en Espagne pour 3 semaines, joignable à tout moment. « Camille, tu réalises que c'est de la fraude ? Ne sois pas dramatique. On est une famille. Ce qui est à l'un est à tous. Dans ce cas, pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Pourquoi tout ce mystère ? » Nouveau silence. Camille cherche ses mots. « Parce qu'on savait que tu ferais des histoires. Tu aurais voulu garder cette vieille maison par sentimentalisme. C'était mon droit. C'était mon héritage. » « Ton héritage ? » La voix de Camille devient agressive. « Et nous, qu'est-ce qu'on aurait eu ? Toi, tu gagnes bien ta vie. Nous, on galère. » Élise ferme les yeux. L'argument classique. Elle réussit. Donc elle ne mérite rien. Elle doit partager, donner, se sacrifier. « Camille, j'aurais pu vous aider, mais en étant consultée, en décidant ensemble. Tu dis ça maintenant. Tu es toujours si occupée avec tes projets d'architecture. » La conversation tourne en rond. Élise réalise qu'elle ne pourra jamais leur faire comprendre. Pour eux, elle n'est qu'un distributeur automatique d'argent. Je raccroche, Camille. J'ai besoin de réfléchir. Élise, attends. Papa regrette ce qu'il t'a dit ce matin. On peut s'arranger. S'arranger comment ? Eh bien, on pourrait te rembourser. Petit à petit. Avec la Mercedes que tu lui as offerte, ça fait déjà un début. Cette phrase la révulse. Même dans leurs excuses, ils calculent. Il négocie. Au revoir, Camille. Elle raccroche et éteint son téléphone. Autour d'elle, le parc se vide progressivement. Le soleil commence à décliner, projetant des ombres longues sur les allées. De retour chez elle, Élise prend une décision. Elle sort son ordinateur portable et commence à rédiger un mail. « Papa, maman, Camille, je viens d'apprendre par tante Marguerite la vérité sur l'héritage de grand-mère. Vous avez vendu une maison qui me revenait légalement, empochant 200 000 € qui n'étaient pas à vous. Je ne vous demande pas de remboursement. Je vous demande juste de m'expliquer pourquoi vous m'avez menti pendant 3 ans. Pourquoi vous m'avez fait culpabiliser ce matin alors que c'est vous qui me devez des explications. J'ai besoin de temps pour digérer cette trahison. Ne me contactez pas jusqu'à ce que vous soyez prêt à reconnaître vos torts. Élise. » Elle relit le message 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Ses mains ne tremblent plus. Pour la première fois depuis des années, elle se sent en paix avec elle-même. Son téléphone se remet en marche automatiquement et les messages affluent. 15 appels manqués de son père, 8 de Camille, 3 de sa mère. Elle les efface tous sans les écouter. Dehors, la nuit tombe doucement sur la ville. Élise se prépare un thé et s'installe dans son fauteuil préféré. Elle repense aux mots de Clara. « Ta famille a toujours été toxique avec toi. Peut-être est-il temps d'admettre que certaines personnes, même familles, ne méritent pas une place dans sa vie. » Cette pensée, au lieu de l'effrayer, la libère. 3 mois ont passé depuis le mail d'Élise. 3 mois de silence radio avec sa famille et, paradoxalement, les plus sereins de sa vie. Ce matin, elle examine les plans du centre culturel étalés sur sa table de travail, un sourire satisfait aux lèvres. Le projet avance parfaitement. Son téléphone sonne. Un numéro qu'elle ne reconnaît pas. Élise Moreau ? Oui, c'est moi. Bonjour, Thomas Dubois, psychologue spécialisé en traumatismes familiaux.
Votre tante Marguerite m'a donné votre numéro. Élise fronce les sourcils. Qu'est-ce que sa tante fabrique? Je ne comprends pas, monsieur. Thomas, s'il vous plaît. Marguerite s'inquiète pour vous. Elle m'a parlé de votre situation familiale et pensait qu'un accompagnement pourrait vous aider. Je vais très bien, merci. J'en suis certain. Mais parfois, parler à un professionnel permet de clarifier certaines choses. Juste une conversation, sans engagement. Sa voix est chaleureuse, sans cette condescendance qu'elle redoute chez les psys. Élise hésite. Vous recevez où? J'ai un cabinet rue de la Paix. Ou, si vous préférez, on peut se voir dans un café. L'important, c'est que vous soyez à l'aise. Cette proposition la surprend agréablement. Un café, c'est moins engageant qu'un cabinet médical. D'accord. Le Café des Arts, demain à 16h. Parfait. Je serai à la table près de la fenêtre, avec un livre bleu. Le lendemain, Élise pousse la porte du café avec appréhension. Elle repère immédiatement Thomas. La quarantaine, cheveux châtains, regard bienveillant, effectivement plongé dans un livre bleu. Rien du psychologue stéréotypé qu'elle imaginait. Élise, Thomas, merci d'être venu. Il se lève pour la saluer. Commande 2 cafés sans lui demander ce qu'elle veut. Elle apprécie cette prévenance discrète. Alors, comment allez-vous depuis ces 3 mois? Étonnamment bien. C'est ça qui m'inquiète un peu. Thomas sourit. Pourquoi ça vous inquiète? Parce que j'ai coupé les ponts avec ma famille et que je me sens libérée. C'est normal? Qu'est-ce qui serait normal selon vous? De culpabiliser, de souffrir, d'avoir envie de réparer les choses. Et vous n'avez envie de rien de tout ça? Élise réfléchit honnêtement. Non. Pour la première fois de ma vie, je dors bien. Je n'ai plus cette angoisse permanente de les décevoir. Thomas hoche la tête, prend des notes discrètes. Parlez-moi de cette angoisse. J'ai passé 32 ans à essayer de mériter leur amour. Plus je réussissais professionnellement, plus ils semblaient distants, comme si ma réussite les accusait de leur échec. Vous avez une théorie là-dessus? Maintenant, oui. Je crois qu'ils ne m'ont jamais vraiment considérée comme leur fille. J'étais plutôt un investissement à long terme. Cette phrase, qu'elle n'a jamais formulée à voix haute, la frappe par sa justesse. Un investissement? Oui. Ils m'ont élevée en espérant un retour financier futur. Et quand ils ont eu des difficultés, ils ont encaissé mes dividendes en vendant l'héritage de ma grand-mère. Thomas la regarde attentivement. C'est une analyse très lucide. Comment vous sentez-vous en disant ça? Triste, mais pas désespéré. Plutôt soulagé de comprendre enfin. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire de cette compréhension? Élise sirote son café, réfléchit. Je ne sais pas. Une partie de moi voudrait leur pardonner, mais l'autre refuse d'être à nouveau manipulée. Les 2 sentiments peuvent coexister. Pardonner ne signifie pas accepter de revivre la même chose. Cette phrase résonne en elle. Pour la première fois depuis des mois, elle entrevoit une voie médiane. Thomas, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Vous avez l'air de bien comprendre les mécanismes familiaux toxiques. Vous avez vécu quelque chose de similaire? Il sourit tristement. J'ai découvert à 28 ans que j'étais adoptée. Mes parents adoptifs m'avaient caché mes origines pendant des années, prétendant que mes parents biologiques étaient morts. En réalité, ma mère biologique me cherchait depuis toujours. Comment vous avez réagi? Très mal au début. Colère, sentiment de trahison, perte de repères. C'est ce qui m'a menée vers la psychologie. Je voulais comprendre pourquoi on ment à ceux qu'on prétend aimer. Élise se sent moins seule d'un coup. Face à elle, un homme qui a survécu à une trahison familiale et en a fait une force. Et maintenant, vous avez retrouvé votre équilibre? Oui, mais ça a pris du temps et beaucoup de travail sur moi-même. Ils bavardent encore 1 heure et Élise ressort du café avec une sensation étrange. De l'espoir. Peut-être qu'elle peut guérir de sa famille, sans pour autant les haïr. En rentrant chez elle, elle trouve un message de Camille sur son répondeur. « Élise, papa est à l'hôpital. Crise cardiaque. Il demande à te voir. » Son cœur se serre, mais cette fois, elle sait qu'elle ne cédera pas au chantage affectif. Pas encore. Élise écoute 3 fois le message de Camille, avant de rappeler Thomas. Sa voix tremble légèrement quand il décroche. « Thomas ? C'est Élise. Mon père est hospitalisé et... » « Respirez, Élise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Camille dit qu'il a fait une crise cardiaque, qu'il veut me voir. Comment vous vous sentez ? Coupable, et en même temps méfiante. C'est horrible de penser ça.
Ce n'est pas horrible, c'est lucide. Vous voulez que je vous accompagne à l'hôpital ? Cette proposition la surprend et la rassure à la fois. Vous feriez ça ? Bien sûr. Passez me prendre dans 1 heure. À l'hôpital, l'ambiance est effectivement dramatique. Camille fait les 100 pas dans le couloir, les yeux rougis. Sa mère, assise sur une chaise en plastique, semble épuisée. Elle lève les yeux quand Élise arrive. « Élise ! Enfin !» Camille se précipite vers elle. « Papa va mieux, mais les médecins disent que le stress des derniers mois a contribué à... » « Camille. » Thomas s'avance calmement. « Je suis Thomas, un ami d'Élise. Comment va votre père exactement ?» Camille le regarde avec suspicion, puis se tourne vers sa mère qui hoche la tête. Il a eu un malaise hier soir. Douleur dans la poitrine, essoufflement. Mais ce n'était pas... Enfin, pas exactement une crise cardiaque. Élise fronce les sourcils. Pas exactement. Une crise d'angoisse sévère, précise sa mère, avec des symptômes cardiaques. Le médecin dit que c'est le stress. Thomas pose une question que Élise n'ose pas formuler. Il a demandé à voir Élise avant ou après avoir appris que ce n'était pas grave. Le silence qui suit en dit long. Camille évite le regard de sa sœur. « On peut le voir ?» demande finalement Élise. Dans la chambre, son père paraît effectivement fatigué, mais pas moribond. Il a repris des couleurs et consulte son téléphone. Quand il voit Élise, il adopte immédiatement une expression plus faible. « Ma fille, tu es venue. Comment tu te sens, papa ? » Faible. Ces derniers mois ont été difficiles. Le silence, les tensions, ça m'a rongée. Élise reste debout, au pied du lit, observant. Son père joue-t-il la comédie ou souffre-t-il réellement ? Papa, j'ai besoin qu'on parle honnêtement. Bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu veux. Pourquoi vous ne m'avez jamais dit que grand-mère m'avait légué sa maison ? Le visage de son père se ferme légèrement. Élise, je suis fatiguée. Réponds-moi, papa. C'est important. Il soupire, regard fuyant. Ta grand-mère était sénile à la fin. Ce testament ne voulait rien dire. Elle était parfaitement lucide et tu le sais. Élise, s'il te plaît, on ne va pas reparler de ça maintenant. Thomas s'approche doucement. Monsieur, votre fille a le droit de comprendre. Ces non-dits empoisonnent vos relations. Son père le regarde avec hostilité. Et vous êtes qui, vous ? Un ami qui veut l'aider à faire la paix avec sa famille. En fouillant dans nos affaires privées, Élise intervient. Papa, Thomas a raison. On ne peut pas continuer comme ça. Soit tu reconnais que vous m'avez spolié, soit on arrête de faire semblant. Spolié ? Son père se redresse dans son lit, soudain moins faible. Tu nous accuses de vol maintenant ? C'est ce que c'était, non ? La conversation dégénère rapidement. Son père devient agressif, accuse Élise d'ingratitude, ressort tous les griefs accumulés. Camille et sa mère interviennent, prennent sa défense. Thomas observe en silence cette dynamique familiale toxique qui se remet en place automatiquement. « Élise, » dit-il calmement, « on peut sortir ?» Dans le couloir, Élise tremble de colère et de déception. « Je me suis fait avoir. Encore. Non. Vous avez eu le courage de poser les bonnes questions. Et vous avez vu leur vraie réaction. Il n'est même pas vraiment malade ? Probablement pas. Mais sa souffrance psychologique est réelle. Simplement, il refuse d'en prendre la responsabilité. » Élise regarde par la fenêtre l'hôpital. « Thomas, je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus jouer leur jeu. Alors ne le faites pas. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que vous posez vos limites et que vous les respectez, même si ça fait mal. » Camille sort de la chambre, visage fermé. « Papa veut que tu reviennes. Il dit qu'il a quelque chose d'important à te dire. » Élise échange un regard avec Thomas. Il hoche la tête imperceptiblement. « D'accord, mais Thomas vient avec moi. » « C'est hors de question. C'est une affaire de famille. » « Justement, Camille. Thomas fait partie de ma vraie famille maintenant. » Cette phrase, qu'elle n'avait pas prévue, sonne juste à ses oreilles. Pour la première fois, elle ne se sent plus seule face à eux. De retour dans la chambre, l'atmosphère est électrique. Son père a retrouvé toute sa vitalité, assis bien droit dans son lit. Sa mère et Camille forment un bloc compact près de la fenêtre. « Élise, assieds-toi. » Sa voix ne tremble plus du tout. Il faut qu'on règle cette histoire une bonne fois pour toutes. Elle reste debout, Thomas à ses côtés. « Je t'écoute, papa. Tu veux la vérité ? Tu l'auras. Oui, ta grand-mère t'avait légué sa maison. Oui, on l'a vendue.
Et tu sais pourquoi ? Il la regarde avec un mélange de défi et de ressentiment. Parce que cette vieille folle t'a toujours préférée. Toi, l'aîné, la brillante architecte. Nous, ses propres enfants, on n'existait pas à côté de sa petite fille chérie. Ces mots révèlent enfin la vérité. Pas les dettes, pas les investissements ratés. Juste de la jalousie pure. Tu étais encore étudiante qu'elle parlait déjà de te léguer sa maison. Comme si on n'avait pas galéré pour t'élever, pour payer tes études. Élise sent quelque chose se briser en elle. Mais pas de tristesse. De soulagement. Enfin, les vrais motifs. « Papa, je ne t'ai jamais rien demandé. » « Non. Mais tu prenais l'attention de ta grand-mère, son argent, ses cadeaux. Et nous, ses enfants, on ramassait les miettes. Donc vous avez décidé de vous servir ? On a récupéré ce qui nous revenait. » Thomas intervient calmement. « Monsieur, légalement, cette maison appartenait à Élise. Légalement. » Son père ricane. « Et moralement, elle nous doit tout. Son éducation, sa réussite. Sans nous, elle ne serait rien. » « Papa, tu délires complètement. » « Je délire ?» Il se penche vers elle, le visage déformé par la colère. « Tu crois que ça nous faisait plaisir de te voir réussir pendant qu'on galère ? Tu crois que c'est agréable d'entendre les voisins dire « La fille d'Élise est architecte ?» quand nous, on peut même pas changer de voiture ? Camille prend le relais avec la même amertume. « Tu as toujours tout eu facilement. Les bonnes notes, les félicitations, les opportunités. Nous, on a dû se contenter de tes restes. Mes restes ? L'affection de grand-mère, la fierté des parents quand on avait de bonnes nouvelles à annoncer. Il fallait toujours qu'on soit comparé à toi. » Sa mère, qui n'avait rien dit jusque-là, lâche enfin sa vérité. « Camille a raison. Tu as toujours été l'enfant parfaite. Nous, on n'existait plus à côté. » Élise les regarde, ces 3 personnes qu'elle a aimées toute sa vie, qui viennent de révéler qu'ils la détestent depuis des années pour ce qu'elle est. « Donc, résume-t-elle calmement, vous m'en voulez de mes réussites. Vous avez volé mon héritage par vengeance. Et maintenant, vous voudriez que je vous plaigne ? On ne veut pas ta pitié. On veut que tu reconnaisses que tu nous dois quelque chose. » Thomas pose une main discrète sur l'épaule d'Élise. Ce geste simple la rassure, lui rappelle qu'elle n'est plus seule face à cette manipulation. « Papa, je ne vous dois rien. Vous avez fait votre devoir de parent. Point final. Ça ne vous donne pas le droit de me voler. » « Nous voler ? Et les cadeaux que tu nous fais ? La Mercedes ? C'est quoi alors ? C'était de l'amour, que vous avez pris pour de la condescendance. Parce que c'était de la condescendance. » Cette phrase fait l'effet d'un électrochoc. Élise comprend enfin qu'elle s'est trompée sur tout. Elle n'a jamais été aimée par ces gens. Elle a été tolérée, exploitée, puis haïe. « D'accord, » dit-elle en reculant vers la porte. « Maintenant je sais tout. Élise, attends. » Sa mère se lève précipitamment. « On peut arranger les choses, on te rendra l'argent petit à petit. Je ne veux plus de votre argent. » « Alors quoi ? Tu veux qu'on rampe ? Qu'on s'excuse ? Je ne veux plus rien de vous. » Elle se dirige vers la sortie, Thomas à ses côtés. Camille lui barre la route. « Tu ne peux pas partir comme ça. On est une famille. » « Non, Camille, on ne l'a jamais été. » Dans l'ascenseur, Élise ferme les yeux. Thomas respecte son silence. « Ça va ? » demande-t-il quand ils atteignent le rez-de-chaussée. « Oui, bizarrement, ça va. Je me sens libre. » « Libre de quoi ? De l'illusion. Pendant 32 ans, j'ai cru qu'il m'aimait mal. En fait, il ne m'aime pas du tout. » Thomas la regarde avec admiration. « Vous venez de faire le plus dur, Élise. Voir la vérité en face. Dehors, le soleil brille. Pour la première fois de sa vie, Élise marche sans le poids de la culpabilité familiale sur ses épaules. Elle est enfin libre. 1 an et demi plus tard, Élise pose son pinceau et recule de quelques pas pour admirer sa toile. Le portrait de sa grand-mère prend vie sous la lumière dorée de l'atelier qu'elle a aménagé dans son nouvel appartement. Elle a repris la peinture, passion héritée de sa vraie famille, celle du sang et du cœur. C'est magnifique. Thomas entre dans la pièce, 2 tasses de café fumantes à la main. Elle aurait été fière de toi. Élise sourit en prenant sa tasse. Ils vivent ensemble depuis 8 mois maintenant. Une relation construite sur la vérité et le respect mutuel. Pas de manipulation, pas de chantage affectif. Juste 2 adultes qui se choisissent librement chaque jour. « J'ai reçu un appel de Marguerite ce matin, » dit-elle. « Elle va mieux et veut organiser un déjeuner familial. La vraie famille ?
La vraie famille. Grâce aux recherches de Thomas, Élise a retrouvé sa famille biologique. Des cousins éparpillés en France, une tante en Bretagne, un oncle menuisier qui lui ressemble trait pour trait, des gens simples qui l'ont accueilli avec une joie sincère, sans arrière-pensée financière. Son téléphone vibre. Un message de son assistante. Le maire veut vous rencontrer pour le projet de la nouvelle bibliothèque municipale. Son agence d'architecture prospère. Le centre culturel qu'elle a conçu vient de remporter un prix régional. Elle travaille maintenant sur des projets qui lui tiennent à cœur. Écoles, bibliothèques, centres sociaux. Des bâtiments qui servent vraiment aux gens. Au fait, dit Thomas en s'installant dans le canapé, j'ai eu des nouvelles de ton ancienne famille. Élise lève les yeux de sa toile. Ah, Camille est en thérapie. Elle a demandé mes coordonnées à Marguerite. Elle veut me voir? Non, elle veut d'abord travailler sur elle-même. Elle a réalisé qu'elle aussi avait été victime du système familial toxique. Cette nouvelle touche Élise plus qu'elle ne l'aurait cru. Peut-être qu'un jour, dans plusieurs années, elles pourront se parler d'égal à égal. Et mes parents? Ils ont divorcé. Ton père vit seul. Ta mère s'est installée chez sa sœur. Ils ont vendu la maison familiale pour rembourser leurs dettes. Élise ressent une pointe de tristesse, vite effacée par le soulagement. Elle n'est plus responsable de leur bonheur ou de leur malheur. Thomas, j'ai quelque chose à te dire. Il lève les yeux de son journal, attentif. Je suis enceinte. Le silence qui suit n'est pas pesant, mais plein d'émotions. Thomas pose son journal, s'approche d'elle, la prend dans ses bras. Tu es sûre? Depuis ce matin. 3 tests positifs. Comment tu te sens? Heureuse et terrifiée à la fois. Terrifiée pourquoi? De reproduire les erreurs de mes parents. De ne pas savoir aimer inconditionnellement. Thomas lui caresse doucement les cheveux. Élise, regardez le chemin que vous avez parcouru. Vous avez eu le courage de rompre avec la toxicité familiale. Vous saurez faire différemment. Comment tu peux en être si sûre? Parce que vous vous posez les bonnes questions. Parce que vous avez appris à vous respecter. Un enfant élevé par une mère qui se respecte apprend automatiquement à se respecter aussi. Cette perspective la rassure. Elle imagine déjà ce petit être qu'elle portera bientôt, qu'elle aimera sans condition, sans attente de retour sur investissement. On va l'appeler comment? Demande Thomas en souriant. Si c'est une fille, Claire, comme ma grand-mère. Et si c'est un garçon? Thomas, comme l'homme qui m'a appris que l'amour ne fait pas mal. Ils restent enlacés un long moment, savourant cette paix qu'ils ont construite ensemble. Dehors, la ville s'anime, mais ici, dans leur bulle, règne une sérénité que Élise n'avait jamais connue. Sur la toile, le sourire de sa grand-mère semble approuvé, comme si elle disait « Enfin, ma petite fille a trouvé sa vraie famille. » Le téléphone sonne. Élise regarde l'écran. « Papa. » Pour la première fois en 1 an et demi, elle ne ressent ni culpabilité ni colère en voyant ce nom. Juste de l'indifférence apaisée. Elle éteint l'appareil et se blottit contre Thomas. Certaines histoires finissent quand on arrête de les écrire. La sienne commence aujourd'hui, avec cet enfant qui grandit en elle et cet homme qui l'aime vraiment. Pour la première fois de sa vie, Élise sait ce que signifie être chez soi. Oh, I see. Yeah. Honestly, it honestly looks a little bit more fun with like the way that you can like just ride a skateboard and like just zoom around. The bone guy in the bone zone. You can dig. What's this? Wait, hold on. I want to hit this. What even is that? I don't even know what that is. Is it the slime? I don't get it.
gotta turn you up on Discord. You're a little low for me. Yeah, that's my bad. Oh, my mouse is not showing up again. Oh, never mind, I If you guess. alt-tab and you hold Alt, when you do it, it'll, your mouse will stay up. You just have to click off the screen. Oh, I'm dying. Oh my god, I'm dead. I'm trying to kill him. Yeah, I'm dead. And then you go around and say 3. Never seen this game before, but it looks sick. It is pretty sick. I like it. Pretty fun. Nice. I can't believe you've never heard of Dance Gavin Dance before. I know! I honestly am surprised crazy. too, actually. They're not that popular though. Honestly. I was a little bit... I mean- I guess I'm sure they are, but... like, I don't know. Yeah, When I look at the it's a monthly niche listeners, that's thing. kind of Yeah. what I got. Right. Just heard the name so much, you know. Mm-hmm. So then I says to him, "That's your idea of a castle? It only has 2 mounts, you cretin." I'm poor. We gotta hit this and then Sorry, come I was back. just reciting my last interaction with Queen Marjorie. Are you here? There's like a 75 health pack over there. You can like up your health like a lot. Nice. I still don't have enough for it. I need 75 health. I mean, coins. Dang it. Okay, let's go over here too. Can you like give coins? What's that? I was wondering if you could like give coins to your teammate, Oh no, I don't think so. drop them off. Yeah, I don't think you can. Some of the chests are 0 coins, by the way. Just, Yeah, I've been looking. At it. yeah, yeah, I yeah. think they're the ones with the swords.